Et le plus éminent spécialiste de la Lune parmi eux est le professeur Wilkins. Wilkins a dit que l'on a remarqué la transformation de plusieurs cratères. Et cela a été notamment confirmé par Maurice Chatelain, qui a travaillé 20 ans à la NASA, dont 10 années sur le programme informatique des Apollo. Il dit en substance que l'on a vu des lumières énormes sur la Lune, que l'on a vu des constructions, que l'on a vu des obélisques de 25 mètres de haut. Deuxièmement, sur d'autres cratères beaucoup plus actifs que ceux du site d'Apollo 11, on a souvent prétexté des pannes de caméra, des oublis de pellicules photographiques. Et tout cela vous explique ce que l'on cache au public. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. I'm at the foot of the ladder. I'm going to step off the limb now. Mais Maurice Chatelain sait que la NASA a caché beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas le dire auparavant, car il était encore en activité. Donc ça bouge là-haut. Et donc il y a une activité de génie civil. Je suis convaincu qu'il y a des extraterrestres là-haut. Mais enfin, pourquoi ignorons-nous tout cela? Ma réponse est que ce sont les gouvernements qui ont peur. Car la réponse des gouvernements est l'inverse. Nous cachons la vérité, disent-ils en coulisses, au peuple pour ne pas affoler les peuples. Et en fait, ce dont je suis persuadé, c'est que ce sont les gouvernements qui sont en pleine panique. Et voilà pourquoi ils le cachent. Mais, cher ami, la situation actuelle, politique et autres, dans le monde actuel, n'est-elle pas assez dramatique? Si les gouvernants ajoutent la vérité sur ce qui se passe sur la Lune, dans les océans, aux Bermudes, mais les êtres ne pourraient plus jamais regarder la Lune sans avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Nous sommes au seuil de 20 années de bouleversements de toutes sortes, géologiques, humains, psychologiques, sociaux, moraux, etc. Même si la prédiction de Nostradamus, 1999, 7e mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, se réalise, ce ne sera que pour le bien de l'humanité. Ce sera peut-être la mise en tutelle de l'humanité, mais quand on met en tutelle un enfant inconscient, ce n'est pas un droit. Développer des photos d'un ovni lors d'une opération secrète pour le compte du NORAD en 1969. Alors, vous savez que le dossier OVNI m'intéresse, même si je suis assez dubitatif là-dessus. N'empêche que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, surtout avec ce que la NASA a ouvert comme possibilité là, au cours des dernières années. Alors, la question que je me pose à chaque fois, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un? Il y a un astronaute qui a parlé un petit peu. Il y a quelques militaires qui l'ont fait, mais pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors, au Canada, voilà qu'un ancien militaire est prêt à nous raconter pour la première fois comment il a dû développer des photos d'un ovni lors d'une opération pour le NORAD. Donc, les autorités militaires était au courant de certaines présences OVNI, d'après lui, puisqu'on lui a demandé une mission à cet égard-là. Alors, il est dans nos studios de Québec. Il s'agit de Pierre, qui est accompagné de Jean Cazot, vous connaissez tous, qui est ufologue. Et Jean, bonsoir, d'abord. Allô, bonsoir. Et Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, tu nous le présentes, c'est un de tes amis.
En fait, dans les années 60, quand je dirigeais mon organisation ufologique, la SRPM, Pierre est venu se joindre à moi. On a fait des choses ensemble. Il était photographe à ce moment-là. On s'est perdu de vue un peu. Là, il est devenu photographe militaire. Ça, je l'ignorais. Il m'avait raconté une histoire que j'avais complètement oubliée parce que dans le feu de l'action, avec tout ce qu'on me racontait, finalement, j'ai mis ça de côté. Et tout récemment, on s'est retrouvés via Facebook, ces affaires-là. Et puis là, il me dit, tu te rappelles la photo? Il dit que je t'ai dit que j'ai développé à NORAD. Puis là, j'ai fait non. Je m'en rappelle pas en tout. Je trouve ça curieux. Normalement, t'es un gars qui est assez alerte, là. C'est fondamental, un militaire qui voit quelque chose, là. Des fois, t'as des coucous qui voient plein d'affaires, puis t'es écartes, là. Puis t'es un militaire, puis tu dis, je m'en occupe pas. Oui, non, mais c'est... Hey, j'étais jeune, là, j'avais 20 ans, moi, pas à m'écœurer. Fait que là, je me suis retrouvé tout récemment, où là, Pierre m'est revenu, puis il dit, voyons, Jean, tu te rappelles pas? Bien, j'ai dit, là, ramène-moi ça, là. Et je vais dire, c'est une histoire assez époustouflant. Là. C'est assez. Moi, je suis un peu soufflé. Et j'ai fait affaire avec un de mes partenaires aussi pour reconstituer la photo, parce que comme il va te le dire lui-même, c'est secret, cette affaire-là. Là. Mais alors, tu auras l'occasion de montrer ça aux gens. Alors, je te le présente sous son prénom. Il s'agit de Pierre, ex-militaire des Forces armées canadiennes. Et tu lui as conseillé de pas donner son nom de famille parce que tu dis que tu vas te faire écœurer. C'est ce que tu dis. C'est ça, ouais. Okay. Ouais. Bon, alors, Pierre, d'abord, vous étiez dans l'armée ou vous étiez photographe? J'étais photographe dans l'aviation. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-moi, là. Vous étiez photographe et qui vous a demandé de prendre une photo? Pourquoi? Premièrement, la photo, c'est pas moi qui l'ai pris. OK. À 7 h du matin, j'ai reçu un téléphone à ma chambre, parce qu'on vivait comme célibataire en chambre, à 2 personnes. Et puis, on m'a demandé de rentrer aussitôt que mon déjeuner était fait, qu'on avait un gros travail à faire dans la journée. Donc, tout le monde se dépêchait à déjeuner pour rentrer au travail. Et c'est une fois rendu à la section de photographie de la base de North Bay qu'on nous a demandé, avec la police militaire qui était sur place, on se posait des questions, qu'est-ce qu'elle faisait là, puis on craignait un peu, parce qu'on est toujours sur une tension dans ce temps-là, quand la police est autour de nous autres, ce qui est normal un peu. Et puis, c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que on avait quelque chose de réellement sérieux à faire. OK. Alors, ils vous ont donné la photo, et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo-là? Il y avait la photographie d'une soucoupe volante qui avait été prise, je dirais, par un photographe militaire, donc qui était sur un négatif 4x5 noir et blanc de film plus X que plusieurs personnes qui sont en photographie connaissent le matériel. Et puis, cette photographie-là était à hauteur d'arbres matures. Ils vous ont dit que c'était top secret. En partant, vous étiez très encadré. Il paraît qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous, là. Tous les gens qui étaient dans la section étaient des gens classés secrets. Donc, 8 photographes, plus la police militaire, plus le capitaine de l'aviation qui était sur place, qui commandait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? On nous a demandé d'aller en laboratoire. Pour moi, on m'a dit, vu que j'étais le plus jeune dernier rentré, comme on dit, d'aller dans le laboratoire et de faire un test épreuve avec le négatif en question. Et j'étais accompagné de la police militaire qui surveillait tous mes mouvements, tous mes gestes, tout le papier que je pouvais utiliser et nous suivait à l'œil partout, même qui fouillait nos poches. Ah oui? Et c'était quoi le rapport avec NORAD? Parce que NORAD, c'est nord-américain, donc les Américains ont à voir là-dedans, là. Bien, premièrement, la base de North Bay, il y avait la défense nord-américaine qui était sur place, le souterrain qu'on appelle le SAGE, qui était à plusieurs centaines de pieds sous terre dans le granit cambrien. Était une base de défense de la NORAD avec tous les écrans radars sur place. Et puis, on avait même des militaires américains qui travaillaient dans la section photographie avec nous autres. À tous les jours, on les côtoyait. OK. Alors, ils vous ont demandé de faire plusieurs copies de ça. On a fait des milliers de copies. Et moi, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise et Jean va le comprendre parce que des fois, j'ai des doutes assez sérieux là-dedans. Faire des milliers de copies pour quelque chose qui est top secret, pour moi, c'est un peu antinomique, c'est un peu contradictoire. Tu ne fais pas des milliers de copies d'une photo si tu veux la garder secrète. Pour les militaires, c'est pas une question de quantité, c'est une question de
d'être distribués à tous leurs spécialistes dans tous les départements de la NORAD à travers la planète. Mais là, s'il y a des milliers de personnes qui ont cette photo-là, moi, je connais assez la nature humaine parce que quand quelqu'un a un scoop, il nous appelle, puis nous autres, il nous donne des informations. Comment se fait que vous êtes le seul à avoir communiqué avec les médias? S'il y a des milliers de personnes qui ont vu cette photo-là, là. C'est bien simple, c'est qu'on était classé secret. Et quand tu es classé secret, tu ne peux pas dire un mot à moins de vouloir passer le restant de tes jours en prison. Ah ouais? Mais vous êtes tenu au secret pour combien de temps? 20 ans. Donc, ça fait plus que 20 ans. C'est pour ça que vous vous sentez libre de parler, puis il ne pourrait pas prendre de procédure contre vous? Je te dirais que la liberté, je l'ai compris du moment où je me suis dit, si mon patron hiérarchique, qui était l'ancien ministre de la Défense, Paul Hilliard, qui en parle ouvertement sur YouTube et sur différents Ben oui, j'ai médias. vu ça. Je me suis dit, est-ce que cet homme-là est en dépression? Je sais pas quoi, parce qu'il dit des choses, quand même. Il dit des choses qui sont réellement vraies. Ah oui? C'est surprenant. En tout cas, je l'ai vu sur Internet, effectivement. C'était un homme en titre, effectivement. Alors, mais c'était quoi la photo? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous me dites une soucoupe volante. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voyait? C'est un très bel appareil qui était photographié avec une qualité incroyable. Mais vous n'avez pas gardé de copie parce que c'était top secret, mais vous avez pu faire un espèce de croquis, là, tu sais? Le croquis a été fait à partir de notre mémoire, comme on dit, parce que c'est un souvenir que tu n'oublies pas. Alors, je vais demander, Jean, de me décrire ça, parce que c'est sa tasse de thé. C'est quoi, ce Jean, ce qu'on voit là? Oui, alors, ce que tu as devant toi, c'est une reconstitution qui a été faite par mon partenaire, Jean Lavergne, de Digifilm. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'à partir des informations fournies par Pierre, il a fait une première esquisse. Après ça, on a montré ça à Pierre. Il a dit « Ah non, il n'est pas le bon angle, il n'est pas dans le bon sens », puis ainsi de suite. Bref, ça a taponné, puis à un moment donné, il a dit « Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vu. » Alors, c'est l'épreuve finale. Ce que tu vois présentement, j'imagine qu'il est à l'écran, ce n'est pas la photo, c'est une reconstitution très fidèle à partir de l'image de Pierre. Tu peux confirmer avec lui ce qu'il en pense. OK, mais admets que j'ai quand même des doutes, là, moi. Là. T'en as C'est tout un le temps, dessin, c'est un dessin, c'est pas une photo. T'es né avec c'est un des gars doutes. qui me dit qu'il en a fait des milliers de copies alors que c'est top secret. J'ai de la misère avec ça. Attends une minute, là. D'abord, premièrement, je pense qu'il marque un point ici, là. T'es à NORAD, là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de militaires, parce que c'est canado-américain, cette affaire-là. Là. C'est autant les États-Unis. C'est un réseau de surveillance. Et si tu regardes bien dans la dénomination de la base et de la définition de tâche de NORAD, surveiller tout vaisseau aérien et ainsi de suite. Alors, je dis, ça rentre en plein dans leur cahier de charge d'avoir sous les yeux l'appareil en question. Et j'imagine que Ça, ceux qui ont eu... Ça, je comprends, mais ça, c'est le secret avec des milliers de copies de la musique. On va faire une pause. Au retour, tu fais un lien, toi, avec un cas dont tu as déjà parlé dans tes livres, dont tu m'as déjà parlé. Oui. On va essayer de comprendre après la pause en 3 minutes. Avec moi, Jean Cazot, qui est accompagné de son ami Pierre, un ex-militaire qui était photographe dans des installations de NORAD et qui dit avoir fait des copies d'une photo qui avait été prise éventuellement par un photographe militaire d'une soucoupe volante. Alors, avec moi, Jean Cazot. Jean, tu fais un lien avec ce qu'on a appelé l'incident du lac Falcon. Oui, moi, C'est quoi ça, là? Ouais, je fais un lien avec ça, avec Saint-Jean-d'Iberville, avec plusieurs autres dossiers. Je t'explique rapidement, là. D'abord, premièrement, ce que Pierre vient de raconter, ça s'est passé en 1969. Ça, faut pas le perdre de vue, ça. Alors, dans ces années-là, moi, les cas que je ramassais, les cas que j'étudiais, parce que j'étais en plein dans ça, là, moi, je commençais ma carrière, là, ce qui est intéressant, puis ce qui m'a frappé, c'est la description que les gens faisaient de leur ovni ou de leur objet, et qui est tout à fait similaire à ça, incluant les 3 pods qui sont en dessous. Alors, les espèces de renflements que tu as sous la coque, ça, c'était fréquent. Ça, c'est quelque chose que... Il faut quasiment être là-dedans là, pour savoir ça. T'sais. Alors moi, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'il y ait eu ces 3 pods-là sur lesquels les objets se posaient. Un l'a fait à Falcon Lake au Manitoba en 1967, où un prospecteur minier l'a vu, l'a touché, est sorti de là irradié, brûlé au 3e degré. Ça a été toute une histoire. C'est d'ailleurs la seule histoire
d'OVNI qui s'est retrouvé à la Chambre des communes versus Léo Cadieux, qui plus tard est devenu gouverneur général. Il a même essayé en tant que gouverneur général d'en savoir plus. Ça a été impossible. C'est pour te dire jusqu'à quel point Pierre avait raison quand il parlait du secret. On dit qu'il aurait été brûlé, là, on voit des cicatrices sur son corps, là, et qu'il y aurait eu des traces de feu. Mais moi, je regardais un petit peu là, sur Internet. Les enquêteurs ont des doutes parce qu'il paraît qu'il a changé souvent de version. Et puis que c'était un gars qui était pas nécessairement fiable. Alors, leur hypothèse, c'est que il se serait infligé lui-même ces brûlures-là, puis parce que le site était un peu radioactif, il aurait répandu du radium autour, puis ça allait radioactif. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je veux pas que Pierre donne son nom, parce qu'il va se faire écœurer par des niaiseries pareilles, par des gens qui sont sceptiques, qui comprennent rien, puis qui veulent pas comprendre. Alors ça, je veux dire, l'affaire Michalak, je regrette, c'est autrement plus sérieux que ce que ces sources-là sont en train de t'indiquer. Il y a Saint-Jean-d'Iberville qui s'est passé en 1971. Ça, c'est en 1971. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé, près de l'école de Kingston, pour les militaires, encore une fois. Et là, ben, c'est un autre vaisseau qui s'est posé, ovale, la même chose, la même forme, avec la fenêtre là, qu'on peut voir sur la photo aussi, tous les mêmes détails. Et ça, c'est en 71. Alors, c'est un peu comme si tout ce qui s'est passé dans ces années-là, c'était très actif. Faut pas oublier qu'au Canada, il y avait à ce moment-là Space, ça vient de me revenir, je vais oublier le nom. En tout cas, ouais, à l'Université de Toronto, il y avait une organisation qui étudiait le phénomène OVNI. Il y avait Roy Tennyson, à qui j'ai parlé il n'y a pas tellement longtemps, et qui m'a dit, il dit, vous savez, M. Cazeux, il dit, on partait de Toronto, on s'en allait au Pentagone, on s'en allait voir des photos d'OVNI, un peu comme celle de Pierre. Puis il dit, quand on voyait ça, il dit, premièrement, pas question de toucher à ça, de faire des copies ou ainsi. Il dit, on revenait, parce que tu te demandais tout à l'heure où allaient les milliers de photos. Là, ça commence à faire du sens. Il dit, là, on revenait à Toronto, puis il dit, mon patron, Gordon Patterson, je n'avais même pas le droit de lui décrire la photo. Puis c'était son patron. C'est pour te dire. Alors, c'est ça. Non, il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Et c'est sûr que ça se passait en 71. Mais aujourd'hui, en 2014-2015, il a pu me le dire, un peu comme Pierre le disait, après 20 ans, 30 ans, 40 ans. Comment ça fait que dans ces années-là, il semble y avoir eu un tas de vision, puis aujourd'hui, on n'en voit plus. Puis on est à un siècle où tout le monde a des cellulaires. S'il y en avait, on te filmerait ça, on aurait des quantités industrielles de photos puis de films vidéo, puis on aurait marché en Il y en a... Il y en a, Denis, il y en a une tonne. C'est parce qu'il faut se donner la peine d'aller voir. Ils n'en voient pas. Mais ça peut être... Ben, c'est parce qu'il faut chercher, mais... Non, mais tu sais, quand tu vois une petite boule, là, loin, toute grise, là, puis dans la boucane, moi, je te parle d'une vision aussi réelle que ta photo. Il n'y a pas personne qui le montre. Non, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, je sais pas, là, je peux pas parler pour les gens, mais je peux te dire une chose, il y en a. Maintenant, le problème avec l'argentique, c'est que le numérique, c'est-à-dire, c'est que c'est de la pixelisation, c'est pas un négatif avec lequel tu peux travailler comme je le faisais dans le temps, puis essayer de voir ce que c'est, puis si c'est vrai, c'est pas vrai. Il va être le premier à te le dire. En tant que photographe, c'est plus facile de travailler sur un négatif que sur un maudit écran, d'autant plus que ça peut être une photo refaite, puis refaite, puis refaite, puis refaite. Alors, ça OK. Alors, Pierre, est-ce que ça vous a ébranlé, vous, de voir ça, là, que quand c'est quelqu'un en titre, là, c'est un haut gradé qui vous donne cette photo-là, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez à ce moment-là? Là? Premièrement, sur le coup, oui, ça m'a un peu ébranlé, mais par contre, je te dirais, l'année d'avant, lorsque j'étais au camp Borden sur mon cours de photographe, j'étais sorti sur le pouce, parce que j'avais pas de voiture, j'avais 20 ans, et puis j'étais allé me promener dans la ville de Barrie, parce que j'avais entendu parler que la police de l'Ontario avait eu une vision d'un ovni sur le bord du lac Simcoe. Ils m'ont dit, oui, pas de problème, tout est sur le télétape, t'as juste à le copier. Que je me suis assis devant le télétape, j'ai tout copié. D'ailleurs, j'avais envoyé à Jean une copie du document, et je suis revenu le lendemain. Il n'y avait plus rien, puis ça n'avait jamais existé. Sauf que moi, j'avais déjà copié le texte qui était là. Mais ça n'avait jamais existé. C'était tout dans ma tête. Alors, si vous voulez, on va faire une pause. Et puis, je vous demanderai à tous les deux si vous avez confiance en Mme Clinton. Si elle se fait élire, si elle va faire la lumière là-dessus. Elle a encore parlé de ça dans cette campagne des primaires. On en parle dans 3 minutes après la pause. Avec moi, Jean Cazot et son ami Pierre, qui a traité des photographies il y a plusieurs années pour le compte du NORAD, une photo qui montrait une soucoupe volante, d'après Pierre. Alors, Jean, si c'est vrai tout ça, là,
le Pentagone, qui a des documents secrets, NORAD, qui a des documents secrets. Bill Clinton, quand il était président, il dit qu'il a demandé ça, puis il n'y a pas grand monde qui a donné beaucoup de preuves. Mme Clinton, interrogée là-dessus encore dans les primaires, dit je vais en demander des preuves. Penses-tu qu'ils vont lui donner ou c'est parce que ça n'existe pas, dans le fond? C'est peut-être une grosse légende urbaine. C'est pour ça qu'on donne pas ça au président. Ouais, non, pas du tout. Moi, je pense que Hillary Clinton est en train de suivre les traces de son mari parce qu'à un moment donné, on en a parlé ici même à cette émission-là, quand Hillary Clinton a rencontré Lawrence Rockefeller, qui lui a dit « Moi, je suis prêt à mettre de l'argent, puis je suis prêt à mettre ce qu'il faut si le gouvernement me suit dans ça pour faire des recherches, puis c'est ci, puis c'est ça. » Elle a intéressé son mari à ça. C'est là, lui, qui est arrivé puis qui a dit dans une entrevue, il dit « Vous savez, il dit, à travers ce gouvernement-là, il y a un autre gouvernement. » Bon, ça, c'est une déclaration qu'il a faite que tout le monde a trouvé un peu bizarre. Moi, je vais te dire, si Hillary Clinton dit qu'elle va s'intéresser au phénomène OVNI, sortir des documents, moi, je vais te dire, ça a de la valeur plus ou moins à l'heure actuelle. Par contre, si elle devient vraiment candidate démocrate, ça devrait être fait, là, à moins que Sanders remonte, là, ça va devenir intéressant et surtout dans les mois qui précèdent la novembre. Alors, si elle continue d'en parler en septembre-octobre, là, ou qu'elle risque d'être présidente, là, ça devient sérieux. Mais si elle arrête d'en parler, ben là, c'est comme on va l'avoir oublié, puis ça aurait été moi, je pense que même si elle continue à en parler, quand elle va rentrer, elle va arriver avec rien. Alors, si elle arrive avec rien, vous autres, vous allez... Nous considérons, Grishka et moi, que la vie est un phénomène universel. C'est une aventure qui a commencé il y a 13 milliards 700 millions d'années, qui est en quelque sorte programmée dès le premier instant, au moment où l'univers émerge d'un ailleurs qu'on va appeler, c'est l'ailleurs au sens einsteinien du terme, au sens de la relativité générale. Tout à coup, l'univers apparaît. C'est le moment du Big Bang, c'est de l'énergie à ce moment-là, et puis cette énergie va peu à peu, au cours d'une histoire qui dure des milliards d'années, se transformer en matière. Cette matière va elle-même devenir de plus en plus complexe et cette complexité va engendrer des systèmes vivants. Or, cette aventure-là n'est pas guidée par le hasard, elle repose sur des lois qui sont des lois physiques, des lois biologiques, des lois biochimiques, et elle n'est pas apparue seulement sur la Terre, elle est apparue partout où les conditions physiques sont réunies pour permettre à la vie, justement, de se développer sur telle ou telle planète. Donc, nous ne sommes pas seuls dans l'univers, non, ça c'est une certitude, et je pense que nous en aurons même la confirmation expérimentale entre les 3 et 5 ans qui viennent. Donc c'est vraiment, on est très très proche maintenant d'une observation qui nous permettra de dire à coup sûr, oui, la vie existe ailleurs, et elle a probablement évolué vers des êtres intelligents, aussi intelligents, sinon plus, que l'espèce qui peuple la Terre aujourd'hui. Ce mur de lumière, lui, qui est situé à 380 000 ans après le Big Bang, ce mur de lumière-là nous interdit d'aller jusqu'au Big Bang lui-même. Planck aura pour objectif de regarder à travers, d'une certaine manière, bien que le mot soit faux, mais c'est une métaphore qui permet de comprendre que sa mission sera de percer, d'une certaine manière, cette surface pour aller jusqu'au moment du Big Bang. Et là, pour recomposer les premiers instants de l'univers. Alors, c'est pas Planck qui nous permet d'avoir une idée plus précise de la vie ailleurs. Ce sont des satellites comme COROT, par exemple. COROT, lui, observe des étoiles qui sont semblables à la Terre, ou en tout cas dont les caractéristiques peuvent se rapprocher de celles de notre Soleil, des étoiles donc qui abriteraient des systèmes solaires, et on peut espérer qu'il découvrira de manière certaine la signature, puisque des planètes extrasolaires, on en a déjà découvertes, mais on n'a pas encore découvert la signature de la vie sur ces planètes, parce que pour ça, il faut un certain nombre de conditions, que ces observations sont difficiles, ces planètes sont loin. Donc, il nous faudra, raffiner encore les observations qui sont faites autour de ces soleils potentiellement possibles ou compatibles avec la vie. Et à partir de là, je pense qu'en effet, dans les 5 ans, on aura la confirmation certaine
que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Les membres de la tribu Watusi, par exemple, sont très grands. Chez eux, la taille moyenne de la plupart des hommes approche les 2,10 m. Ils sont vraiment immenses. La Bible fait référence à des gens encore plus grands qui auraient vécu dans les temps anciens, comme le rappelle le rabbin Yitzhak Marmonstein du Centre d'études juives de Vancouver au Canada. Il y a des références très claires et très cohérentes dans la Genèse, dans les Nombres et dans le Deutéronome à des êtres géants qui auraient existé avant le déluge. Est-il possible que les conditions environnementales du passé aient pu favoriser le développement de géants? Nous savons bien sûr, d'après des éléments fossiles, que certaines espèces, comme les dinosaures, pouvaient se développer jusqu'à atteindre une taille considérable. Carl Baugh, archéologue, est partisan de cette théorie, séduisante mais très controversée. L'optimisation génétique est la manifestation de ce que l'organisme possède de mieux au niveau de l'ADN et qu'il peut exprimer pleinement en raison de conditions atmosphériques favorables. Sur la base des éléments fossiles dont nous disposons, on sait aujourd'hui que des arbres tels que les séquoias géants de Californie avaient une croissance très supérieure à celle qu'ils connaissent actuellement. Une théorie explique ce phénomène en suggérant que les conditions environnementales d'un lointain passé étaient propices à une croissance exceptionnelle. Dans ces conditions, les plantes et les animaux vivaient plus longtemps et étaient beaucoup plus grands. C'est précisément ce que nous constatons avec les fossiles. Les plantes avaient une bien meilleure croissance, de même que tous les organismes vivants. Aujourd'hui, nous avons des animaux qui représentent une stature de 2,40 m à 2,70 m, alors que leurs ancêtres mesuraient entre 4,80 m et 6 mètres. Regardez le cas d'un insecte comme la libellule. Aujourd'hui, une libellule a une envergure d'environ 10 cm. Dans les fossiles retrouvés, son ancêtre, le Meganeuropsis, présentait une envergure de 1,50 m. Dans le passé, tout était plus grand. Je pense que dans de meilleures conditions atmosphériques, les gens vivaient non seulement plus longtemps, mais étaient également plus grands. De nos jours, les géants et les dinosaures ne pourraient pas exister comme dans le passé, simplement parce que les conditions atmosphériques ne le permettraient pas. À l'époque qui a précédé le déluge, la couche d'ozone était plus importante. Au moment du déluge, elle a diminué d'environ 1/7 de ce qu'elle était. Et par conséquent, la vie sur Terre, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne peut offrir la même espérance de vie. La diminution de la couche d'ozone se traduit par une protection moins efficace contre les rayonnements ionisants venant de l'espace. Et cela concerne également les plantes et les animaux. Je m'intéresse aux conditions originales de la Terre. Et après 35 ans de recherche dans ce domaine, j'ai tenté de reconstruire le contexte initial. Pour ce faire, j'ai demandé à nos ingénieurs de construire une biosphère permettant de doubler la pression atmosphérique, d'augmenter l'énergie électromagnétique, ainsi que le taux d'oxygène, sans aller jusqu'à la toxicité, afin d'éliminer les rayonnements ultraviolets et autres. Les expériences que nous avons menées se sont révélées très intéressantes. Dans cet environnement scientifique contrôlé, nous avons mesuré les effets d'un champ électromagnétique pulsé sur les systèmes biologiques. Nous avons par exemple cette variété de piranhas qui habituellement à l'âge de 3 ans et demi sont à peu près de cette taille, avec des conditions optimales. Mais ils dépassent maintenant 50 cm et pèsent plus de 2 kg chacun. Dans cet environnement contrôlé, nous avons donc réussi à produire du gigantisme à une vitesse accélérée. À première vue, ces recherches paraissent assez convaincantes. Le problème, c'est qu'aucun scientifique n'a été en mesure de les reproduire. Les conclusions qu'on peut en tirer semblent indiquer clairement que des êtres gigantesques ont existé à un moment donné
et qu'au fil de l'histoire humaine, avec les modifications physiologiques, émotionnelles et spirituelles qui sont intervenues, ceux de ces êtres qui ont survécu semblent avoir hérité d'un patrimoine génétique de plus en plus restreint. Mais la possibilité que l'humanité ait emprunté d'autres voies semble explicitement indiquée dans la Bible. Dans le livre des Nombres, il est dit qu'après avoir erré dans le désert avec son peuple, Moïse a dépêché des éclaireurs afin de trouver un endroit où s'établir. Ses envoyés ont fait route au nord vers Hébron. À leur retour, ils déclareront « Tous les gens que nous avons vus étaient des hommes de grande taille. Nous nous voyons comme des sauterelles et c'est bien ainsi qu'eux-mêmes nous voyaient. » Les tribus ont poursuivi au nord-est jusqu'au mont Séhir que l'on appelle aujourd'hui Pétra en Jordanie. Ici également, comme l'affirme la Bible, vivaient des géants. Partout, les envoyés de Moïse vont trouver des traces d'hommes gigantesques. Si nous regardons ce que disent les Écritures, en ces jours, les géants étaient sur la terre, et que nous prenons cela dans un sens littéral et non pas dans l'acceptation symbolique d'hommes puissants et dotés d'aptitudes exceptionnelles, nous pouvons en déduire que les premiers hommes étaient des géants. On peut également avancer la théorie selon laquelle ces géants sont venus d'ailleurs et ont utilisé la terre comme colonie. Une idée plutôt surprenante en soi. Un autre peuple, plus ancien que les Israélites, croyait toutefois la même chose et a écrit que ces géants étaient des êtres célestes venus non pas de la Terre, mais d'une autre planète. Nous sommes ici en Irak, un pays qui a beaucoup souffert de la guerre. Dans un lointain passé, plusieurs grandes civilisations ont fleuri dans cette région du Proche-Orient. L'une d'entre elles, Babylone, est entrée dans la légende pour sa richesse et sa splendeur. Mais longtemps avant Babylone, il y a 5 ou 6 000 ans, une autre civilisation remarquable a vu le jour dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Les Sumériens possédaient une culture exceptionnellement avancée. La liste de ce qu'ils ont créé ou inventé n'a rien à envier à nos sociétés modernes. Ils ont mis en place le premier système politique à 2 assemblées, le premier système scolaire, et l'on pourrait citer des tas d'autres choses. Il faut donc se demander où ont-ils pris toutes ces idées. Je pense qu'il faut se tourner vers les anciens Sumériens eux-mêmes et écouter attentivement ce qu'ils ont à nous dire et qu'ils ont répété à maintes reprises. À savoir que leur civilisation leur avait été enseignée par des êtres descendus sur terre depuis le ciel. Ils les appelaient Anunnaki. Dans le ciel. C'est faux. Ce qu'il a vu, c'était une aile delta, presque comme un avion furtif. L'appareil qui s'est écrasé à Roswell n'était pas une soucoupe volante, c'était un croissant volant. Les ailes volantes d'aujourd'hui sont les descendantes directes de l'aile volante modifiée qui s'est écrasée à Roswell. Dans une aile volante, le fuselage et les ailes ne forment qu'une seule pièce, créant ainsi un avion uniforme. Même si elles ont une portance supérieure et une moindre consommation de carburant, l'histoire a prouvé qu'elles étaient difficiles à manœuvrer. En 1944, les Allemands produisent une aile volante à réaction, mais la pression de la guerre a empêché ses créateurs de corriger les nombreuses difficultés techniques. L'armée de l'air américaine avait un projet d'aile volante, mais il a été arrêté en 1948 quand le crash d'un vol test a tué 2 pilotes et 3 ingénieurs. Les technologies tirées du crash de Roswell sont-elles à l'origine de l'amélioration de l'aile volante?
Si les ovnis existent et que leur technologie est en avance sur la nôtre de plusieurs milliers d'années, je ne suis pas sûr que nous pouvons la comprendre. La rétro-ingénierie suppose de reproduire la totalité d'une machine déjà existante, depuis les composants électroniques complexes jusqu'à la composition chimique des matériaux de base. Ce n'est pas chose facile, même quand la machine à reproduire vient de notre Terre. Le bombardier B-29 est probablement le meilleur exemple de rétro-ingénierie. Pendant la guerre froide et les 2 guerres mondiales, les militaires ont pratiqué la rétro-ingénierie avec des appareils étrangers. Il y a des cas célèbres où l'armée américaine a mis la main sur des avions russes et a copié une fonctionnalité ou une caractéristique très performante de l'un d'entre eux. Ça marche dans les deux sens, les Russes l'ont fait aussi avec nos avions. Il est certain que les armées utilisent souvent la rétro-ingénierie avec les appareils d'autres pays. Pourrait-il appliquer la même technique à des objets qui n'appartiennent pas à notre monde? Staline avait donné l'ordre de ramener un B-29 et de le reconstruire à l'identique. 31 juillet 1944. Un bombardier B-29 a des problèmes de moteur et est forcé de se poser à Vladivostok en Russie. Plus tard, 2 autres B-29 effectuent aussi un atterrissage d'urgence en Russie. Un autre appareil s'écrase en Sibérie. Les 4 avions sont conservés par les soviétiques et leur rétro-ingénierie donne naissance au Tupolev Tu-4. Les Russes ont reçu l'ordre de reconstruire le B-29 boulon par boulon. Ça représentait 105 000 pièces. Ironiquement, ce n'est pas toujours la machinerie la plus complexe qui est la plus difficile à reproduire. Les Russes n'ont pas réussi à tout reproduire. Avec le B-29, les Russes ont eu du mal à ne faire ne serait-ce qu'un petit pas en avant. Imaginez un ovni qui soit si incroyablement avancé, si sophistiqué, venu d'une civilisation qui est peut-être à des milliers d'années de nous en matière de technologie. On pourrait peut-être reproduire la géométrie des composants, mais qu'on comprenne la physique fondamentale qui se cache derrière, ça me paraît peu probable. L'affirmation que le gouvernement américain est activement engagé dans la rétro-ingénierie de vaisseaux extraterrestres a toujours été très controversée. Mais récemment, de nouveaux documents sont apparus, de prétendues preuves photographiques et écrites de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Des preuves, enfin, ou quelque chose d'autre? La technologie que nous connaissons aujourd'hui peut très bien avoir été développée par l'espèce la plus intelligente de notre planète, l'homme. Mais l'hypothèse que nous avons utilisé la rétro-ingénierie pour certaines technologies extraterrestres continue d'en intriguer plus d'un. Comme dans le cas de ces photos qui montreraient des drones militaires inspirés par de véritables ovnis. James Carrion, directeur du MUFON, a remarqué des similitudes frappantes entre les photos du soi-disant drone et un célèbre crash d'ovnis survenu en Pennsylvanie. 9 décembre 1965. Des milliers de gens dans 6 États et à Ontario, au Canada, racontent avoir vu une boule de feu traverser le ciel. De nombreux appels de témoins ont été enregistrés et existent encore aujourd'hui. Une énorme boule de feu blanche a traversé le ciel. Il y avait un objet dans le ciel 2 minutes avant 5 heures. Des débris métalliques tombent dans le nord de l'Ohio et l'objet crée plusieurs bangs supersoniques dans l'ouest de la Pennsylvanie. Selon des témoins, il finit par toucher le sol dans la forêt, non loin de Kecksburg, à une 50aine de kilomètres au sud-est de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Les pompiers locaux se précipitent sur les lieux, mais une unité de l'armée a déjà sécurisé la zone. On raconte que les soldats ont emmené le mystérieux objet dans un lieu tenu secret, qui pourrait être la base aérienne de Dayton, dans l'Ohio. L'explication officielle est qu'une météorite s'est écrasée. Mais de nombreux témoins et journalistes sont convaincus que c'était en réalité un ovni et qu'il aurait joué un rôle clé dans le programme de rétro-ingénierie de l'armée américaine. Si on regarde les témoignages de ceux qui ont vu l'objet de Kecksburg, ils l'ont vu faire un changement de trajectoire de 25 degrés, comme s'il était contrôlé par une intelligence quand il est tombé. Les témoins disent aussi que l'appareil trouvé sur le sol était intact. Il avait creusé une tranchée sur son passage et cassé quelques arbres. Il a été enlevé par les militaires qui l'ont chargé sur un camion et l'ont emmené hors de la zone. Les recherches de James Carrion
ont révélé que de nombreux témoins du crash de Kecksburg ont rapporté avoir vu d'étranges symboles sur la base de l'OVNI. Lorsque la ville a érigé un monument pour l'objet qui s'était écrasé, les symboles ont été recréés. 40 ans après le crash, on retrouve ces mêmes symboles dans un autre contexte. Vous voyez la corrélation entre les symboles sur le drone et ceux qu'on a vus sur l'appareil de Kecksburg. Si les documents du Carrette sont authentiques, cela signifie que le gouvernement pourrait passer par des entreprises privées pour la rétro-ingénierie. Les sociétés privées constituent un gros avantage, car elles ne sont pas tenues de respecter l'accord sur la liberté d'information. Les objets que l'on voit sur ces photos ne collent pas du tout avec la physique aéronautique. Par exemple, la répartition de la masse du centre de gravité ne va pas du tout. Un appareil comme celui-ci ne pourrait absolument pas voler à grande vitesse. Ce qui me fait penser qu'il y a une sorte de technologie miracle qui dépasse tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est enveloppé d'un champ de force qui lui donne son aérodynamisme. Ce n'est qu'une spéculation, mais il est très important de prendre en compte les lois de la physique. Vous avez pu les analyser ? Oui, ce sont les images des drones. Le docteur Bruce McCabe est un physicien optique de la marine américaine, spécialisé dans l'analyse d'images. Lui et Ted Ackworth analysent ensemble les photos des drones. Ces photos ont été publiées sur Internet. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que ce ne sont pas des structures aérodynamiques. Non, pas du tout. Si c'est un véritable appareil qui vole réellement, c'est grâce à des moyens extraordinaires. Il pourrait être extrêmement léger et rejeter de l'air vers le bas. Il apparaît immédiatement que si ces appareils sont réels, ils défient les lois de l'aérodynamique conventionnelle. Pour voler, ils doivent utiliser une méthode de propulsion et de portance inconnue. Dans tous les autres cas, la qualité des images est plutôt mauvaise. Dans le cas de ces drones, on a ce qui semble être, pour une fois, des photos numériques bien exposées. Attendez. Il manque des pièces sur l'appareil. Elle a été prise avant ? McCabe remarque qu'une des premières photos prises en mai 2007 diffère d'une photo prise un mois plus tard. L'image la plus récente montre un appareil bien plus développé. Elle a été prise avant ? Je savais bien que c'était une version plus évoluée. Vous voulez dire que cette série de photos montre une progression dans les caractéristiques de l'appareil ? On voit bien comment était la version initiale. Il y a les pics qui remontent, le corps en forme de donut, une sorte de queue à l'arrière et un bras qui part sur le côté. Sur les images suivantes, on voit d'autres composants. Et cela signifie que soit l'appareil déploie réellement d'autres équipements, soit quelqu'un a construit un modèle informatique et le complexifie au fur et à mesure des photos. Tout ce qu'on a trouvé dans cette affaire Isaac, avec ces drones, c'est très intéressant. Mais tout repose sur le témoignage d'un dénommé Isaac. Il me faut des preuves pour y croire. Il faut qu'on approfondisse les recherches pour savoir si tout cela est réel. C'est vrai ou c'est un canular ? La quête de la vérité ne fait que rajouter du mystère à cette énigme. Ces photos prétendument prises en Californie en 2007 montreraient un appareil issu de la rétro-ingénierie effectué à partir de technologies extraterrestres. Même si les documents du Carrette disent que la rétro-ingénierie est confiée à des entreprises privées, de nombreux ufologues pensent que si elle existe vraiment, elle est pratiquée dans des bases militaires très sécurisées. J'ai pas mal de documents qui parlent de bases souterraines et de leurs liens avec la rétro-ingénierie. Le dossier comprend un briefing top secret de 1952 destiné au récemment élu président Dwight Eisenhower et qui depuis a été déclassifié. Il y a écrit « Document top secret ». Il est destiné au président Eisenhower et dit que le crash de Roswell était bien réel et que l'épave du vaisseau a été emmenée dans plusieurs lieux, dont probablement la zone 51. Deux noms sont aujourd'hui synonymes de rétro-ingénierie. Dulce Mesa au Nouveau-Mexique et la zone 51. De nombreux scientifiques et ingénieurs qui ont travaillé sur la zone 51 ont rapporté une activité suspecte sur le site. Robert Lazar a prétendument fait partie des gens à qui on a demandé de venir dans la zone 51 pour donner leur avis sur la façon de reproduire par rétro-ingénierie les systèmes de propulsion de tous les vaisseaux conservés là-bas.
Robert Lazar réapparaît au début des années 1990. Il affirme avoir travaillé comme ingénieur pour la rétro-ingénierie dans la zone 51 sur des vaisseaux extraterrestres capturés. J'ai là l'histoire d'un Bill Wouse, ingénieur en mécanique à la retraite de Las Vegas, qui dit qu'il a travaillé avec une EBE, une entité biologique extraterrestre. Entité biologique extraterrestre, c'est ça. On prétend qu'il existe une autre base impliquée dans la rétro-ingénierie sous la ville de Dulce, au Nouveau-Mexique. Dulce est une base militaire très secrète située sous terre. Selon les ingénieurs miniers de l'armée américaine, cette zone est celle qui comporte le plus de tunnels au monde. Depuis les années 1940, on a creusé des tunnels dans ces États. Dulce est l'un d'entre eux. Je sais qu'il y a des bases souterraines enfouies très profond pour être protégées, par exemple, d'une attaque nucléaire. Mais est-ce que c'est dans ces bases qu'on fait de la rétro-ingénierie? Je n'en suis pas sûr. Un sujet entouré d'un tel secret est une cible de choix pour les auteurs de canulars. Et les possibilités de modification des images numériques rendent leur tâche encore plus facile. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces photos sont fausses. Ted a rendez-vous avec un spécialiste de l'image numérique, Phil Crescenzo, dans son atelier d'Agoura, en Californie. Ils vont analyser les photos du drone. On dirait que la lumière qui éclaire cet objet vient de cette direction. Je ne suis pas sûr que ce soit la même que celle du poteau téléphonique. Je dirais que c'est trompeur. Phil remarque que les photos montrent tout l'appareil venant ou allant vers une zone boisée. Mais il ne passe jamais par-dessus. Aucune de ces photos ne montre le vaisseau derrière les arbres. Quelqu'un qui voit un truc comme ça le prend en photo en continu. Et il y en a forcément une ou deux avec plus de feuillage. Il est beaucoup plus facile d'intégrer un élément quand on a toutes ces lignes droites que si on essaie par exemple de le mettre derrière des feuilles. Dans toute la série, il n'y en a pas une où le vaisseau est derrière quelque chose. Soit c'est un montage très très bien fait, soit c'est une vraie photo. Du coup, je me demande ce qu'il faut pour créer ce genre de photo. Tu te souviens le cadre que je t'ai montré? Le voilà. Je l'ai pris hier. J'ai laissé un joli trou au milieu pour pouvoir rajouter quelque chose. J'ai estimé rapidement la lumière dans ce plan et j'ai fait un rendu 3D d'un objet. Si je le pose simplement au milieu, ça donne une image un peu artificielle. Pour moi, on voit bien que l'objet est juste collé dessus. C'est ça. D'abord, je vais rajouter un peu de flou dû au mouvement. Même les objets qui se déplacent très lentement sont toujours un peu floutés avec le mouvement. Est-ce qu'il y a ce flou sur les photos du drone? J'ai l'impression que c'est ce qui manque quand je regarde ces photos. Un peu de flou. Je ne vois ni rotation ni flou dû au mouvement. On dirait qu'il est stationnaire, mais ça ne colle pas avec le fait qu'il passe par-dessus les fils électriques et d'autres éléments du décor. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'appliquer le grain de l'arrière-plan sur le vaisseau. Regarde ça. C'est beaucoup mieux une fois que tu as rajouté les effets. Exactement. C'est impressionnant. Tu as réussi à me convaincre à 99% qu'il y a un ovni dans ton jardin. Donc quelqu'un qui a plus de temps pourrait créer une image encore plus convaincante. Après toute cette analyse, est-ce que tu peux dire si c'est une vraie photo ou pas? J'aurais tendance à dire que c'est une image créée par ordinateur. Au final, on n'a pas pu prouver que les photos étaient truquées. Mais on n'a pas pu prouver non plus qu'elles sont vraies. Je ne crois pas que ce soit possible. Dans tous les cas, je ne me laisserai pas convaincre que c'est un vrai ovni, simplement par une série de photos. Si les photos et les documents du Carrette sont truqués, elles sont extrêmement bien réalisées. Quelqu'un aurait passé des heures à créer et à améliorer ces documents. Mais pourquoi? Pourquoi tous les témoins restent anonymes? Personne ne s'est identifié. Personne ne nous a dit « c'est moi qui ai pris ces photos ». Donc ce sera un énorme canular? Il faut lire entre les lignes. En haut de ma liste, je place la désinformation. Est-ce qu'ils essaient de cacher de véritables technologies aliens? Que des extraterrestres sont venus nous rendre visite? Ou simplement une arme top secrète? Ce que je vois, c'est qu'il y a un secret qu'on essaie de protéger,
De cacher. C'est ce que le MUFON veut découvrir. Quel est ce secret? On sait que les pays ont tenté de créer de nouveaux types d'appareils après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, plutôt que de procéder par rétro-ingénierie sur la technologie alien, beaucoup ont créé leur propre technologie. En 1953, Avro Canada dévoile le projet Y2. Une véritable soucoupe volante. La voiture Avro était une soucoupe de 5 mètres de long qui utilisait un rotor turbo pour sa propulsion verticale. Mais même avec les millions de dollars dépensés en recherche et développement, l'appareil ne pouvait... Et le plus éminent spécialiste de la Lune parmi eux est le professeur Wilkins. Wilkins a dit que l'on a remarqué la transformation de plusieurs cratères. Et cela a été notamment confirmé par Maurice Chatelain, qui a travaillé 20 ans à la NASA, dont 10 années sur le programme informatique des Apollo. Il dit en substance que l'on a vu des lumières énormes sur la Lune, que l'on a vu des constructions, que l'on a vu des obélisques de 25 mètres de haut. Deuxièmement, sur d'autres cratères beaucoup plus actifs que ceux du site d'Apollo 11, on a souvent prétexté des pannes de caméra, des oublis de pellicules photographiques. Et tout cela vous explique ce que l'on cache au public. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. I'm at the foot of the ladder and step off the limb now. Mais Maurice Chatelain sait que la NASA a caché beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas le dire auparavant, car il était encore en activité. Donc ça bouge là-haut. Et donc il y a une activité de génie civil. Je suis convaincu qu'il y a des extraterrestres là-haut. Mais enfin, pourquoi ignorons-nous tout cela? Ma réponse est que ce sont les gouvernements qui ont peur. Car la réponse des gouvernements est l'inverse. Nous cachons la vérité, disent-ils en coulisses, au peuple pour ne pas affoler les peuples. Et en fait, ce dont je suis persuadé, c'est que ce sont les gouvernements qui sont en pleine panique. Et voilà pourquoi ils le cachent. Mais, cher ami, la situation actuelle, politique et autres, dans le monde actuel, n'est-elle pas assez dramatique? Si les gouvernants ajoutent la vérité sur ce qui se passe sur la Lune, dans les océans, aux Bermudes, mais les êtres ne pourraient plus jamais regarder la Lune sans avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Nous sommes au seuil de 20 années de bouleversements de toutes sortes, géologiques, humains, psychologiques, sociaux, moraux, etc. Même si la prédiction de Nostradamus, 1999, 7e mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, se réalise, ce ne sera que pour le bien de l'humanité. Ce sera peut-être la mise en tutelle de l'humanité, mais quand on met en tutelle un enfant inconscient, ce n'est pas développé des photos d'un ovni lors d'une opération secrète pour le compte du NORAD en 1969. Alors, vous savez que le dossier OVNI m'intéresse, même si je suis assez dubitatif là-dessus. N'empêche que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, surtout avec ce que la NASA a ouvert comme possibilité là, au cours des dernières années. Alors, la question que je me pose à chaque fois, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un
Il y a un astronaute qui a parlé un petit peu. Il y a quelques militaires qui l'ont fait, mais pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors, au Canada, voilà qu'un ancien militaire est prêt à nous raconter pour la première fois comment il a dû développer des photos d'un ovni lors d'une opération pour le NORAD. Donc, les autorités militaires était au courant de certaines présences ovni, d'après lui, puisqu'on lui a demandé une mission à cet égard-là. Alors, il est dans nos studios de Québec. Il s'agit de Pierre, qui est accompagné de Jean Cazot, vous connaissez tous, qui est ufologue. Et Jean, bonsoir, d'abord. Allô, bonsoir. Et Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, tu nous le présentes, c'est un de tes amis. En fait, dans les années 60, quand je dirigeais mon organisation ufologique, la SRPM, Pierre est venu se joindre à moi. On a fait des choses ensemble. Il était photographe à ce moment-là. On s'est perdu de vue un peu. Là, il est devenu photographe militaire. Ça, je l'ignorais. Il m'avait raconté une histoire que j'avais complètement oubliée parce que dans le feu de l'action, avec tout ce qu'on me racontait, finalement, j'ai mis ça de côté. Et tout récemment, on s'est retrouvés via Facebook, ces affaires-là. Et puis là, il me dit, tu te rappelles la photo que je t'ai dit que j'ai développée à NORAD? Puis là, j'ai fait non. Je m'en rappelle pas en tout. Je trouve ça curieux. Normalement, t'es un gars qui est assez alerte, là. C'est fondamental, un militaire qui voit quelque chose. Là. Des fois, t'as des coucous qui voient plein d'affaires, puis t'es écartes. T'es un militaire, puis tu dis, je m'en occupe pas. Oui, non, mais c'est... Hey, j'étais jeune, là, j'avais 20 ans, moi, c'est pas m'écœurer. Fait que là, je me suis retrouvé tout récemment, où là, Pierre m'est revenu, puis il dit, voyons, Jean, tu te rappelles pas? Bien, j'ai dit, là, ramène-moi ça, là. Et je vais te dire, c'est une histoire assez époustouflant. Là. C'est assez. Moi, je suis un peu soufflé. Et j'ai fait affaire avec un de mes partenaires aussi pour reconstituer la photo, parce que comme il va te le dire lui-même, c'est secret, cette affaire-là. Là. Mais alors, tu auras l'occasion de montrer ça aux gens. Alors, je te le présente sous son prénom. Il s'agit de Pierre, ex-militaire des Forces armées canadiennes. Tu lui as conseillé de pas donner son nom de famille parce que tu dis que tu vas te faire écœurer. C'est ce que c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Bon, alors, Pierre, d'abord, vous étiez dans l'armée ou vous étiez photographe? J'étais photographe dans l'aviation. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-moi, là. Vous étiez photographe et qui vous a demandé de prendre une photo? Pourquoi? Premièrement, la photo, c'est pas moi qui l'ai pris. OK. À 7 h du matin, j'ai reçu un téléphone à ma chambre, parce qu'on vivait comme célibataire en chambre, à 2 personnes. Et puis, on m'a demandé de rentrer aussitôt que mon déjeuner était fait, qu'on avait un gros travail à faire dans la journée. Donc, tout le monde se dépêchait à déjeuner pour rentrer au travail. Et c'est une fois rendu à la section de photographie de la base de North Bay qu'on nous a demandé, avec la police militaire qui était sur place, on se posait des questions, qu'est-ce qu'elle faisait là, puis on craignait un peu, parce qu'on est toujours sur une tension dans ce temps-là, quand la police est autour de nous autres, ce qui est normal un peu. Et puis, c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que on avait quelque chose de réellement sérieux à faire. OK. Alors, ils vous ont donné la photo, et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo-là? Il y avait la photographie d'une soucoupe volante qui avait été prise, je dirais, par un photographe militaire, donc qui était sur un négatif 4x5 noir et blanc de film plus X que plusieurs personnes qui sont en photographie connaissent le matériel. Et puis, cette photographie-là était à hauteur d'arbres matures. Ils vous ont dit que c'était top secret. En partant, vous étiez très encadré. Il paraît qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous, là. Tous les gens qui étaient dans la section étaient des gens classés secrets. Donc, 8 photographes, plus la police militaire, plus le capitaine de l'aviation qui était sur place, qui commandait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? On nous a demandé d'aller en laboratoire. Pour moi, on m'a dit, vu que j'étais le plus jeune dernier rentré, comme on dit, d'aller dans le laboratoire et de faire un test épreuve avec le négatif en question. Et j'étais accompagné de la police militaire qui surveillait tous mes mouvements, tous mes gestes, tout le papier que je pouvais utiliser et nous suivait à l'œil partout, même qui fouillait nos poches. Ah oui? Et c'était quoi le rapport avec NORAD? Parce que NORAD, c'est nord-américain, donc les Américains ont à voir là-dedans, là. Bien, premièrement, la base de North Bay, il y avait la défense nord-américaine qui était sur place, le souterrain qu'on appelle le Sage, qui était à plusieurs centaines de pieds sous terre dans le granit cambrien.
était une base de défense de la NORAD avec tous les écrans radars sur place. Et puis, on avait même des militaires américains qui travaillaient dans la section photographie avec nous autres. À tous les jours, on les côtoyait. OK. Alors, ils vous ont demandé de faire plusieurs copies de ça. On a fait des milliers de copies. Et moi, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise et Jean va le comprendre parce que des fois, j'ai des doutes assez sérieux là-dedans. Faire des milliers de copies pour quelque chose qui est top secret, pour moi, c'est un peu antinomique, c'est un peu contradictoire. Tu ne fais pas des milliers de copies d'une photo si tu veux la garder secrète. Pour les militaires, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'être distribué à tous leurs spécialistes dans tous les départements de la NORAD à travers la planète. Mais là, s'il y a des milliers de personnes qui ont cette photo-là, moi, je connais assez la nature humaine parce que quand quelqu'un a un scoop, il nous appelle, puis nous autres, il nous donne des informations. Comment se fait que vous êtes le seul à avoir communiqué avec les médias? S'il y a des milliers de personnes qui ont vu cette photo-là, là. C'est bien simple, c'est qu'on était classé secret. Et quand tu es classé secret, tu ne peux pas dire un mot à moins de vouloir passer le restant de tes jours en prison. Ah ouais? Mais vous êtes tenu au secret pour combien de temps? 20 ans. Donc, ça fait plus que 20 ans, c'est pour ça que vous vous sentez libre de parler, puis il ne pourrait pas prendre de procédure contre vous? Je te dirais que la liberté, je l'ai compris du moment où je me suis dit, si mon patron hiérarchique, qui était l'ancien ministre de la Défense, Paul Hilliard, qui en parle ouvertement sur YouTube et sur différents médias. Ben oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que cet homme-là est en dépression? Je sais pas quoi, parce qu'il dit des choses, quand même. Il dit des choses qui sont réellement vraies. Ah oui? C'est surprenant. En tout cas, je l'ai vu sur Internet, effectivement. C'était un homme en titre, effectivement. Alors, mais c'était quoi la photo? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous me dites une soucoupe volante. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voyait? C'est un très bel appareil qui était photographié avec une qualité incroyable. Mais vous n'avez pas gardé de copie parce que c'était top secret, mais vous avez pu faire un espèce de croquis, là, tu sais? Le croquis a été fait à partir de notre mémoire, comme on dit, parce que c'est un souvenir que tu n'oublies pas. Alors, je vais demander, Jean, de me décrire ça, parce que c'est sa tasse de thé. C'est quoi, ça, Jean, ce qu'on voit là? Oui, alors, ce que tu as devant toi, c'est une reconstitution qui a été faite par mon partenaire, Jean Lavergne, de Digifilm. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'à partir des informations fournies par Pierre, il a fait une première esquisse. Après ça, on a montré ça à Pierre. Il a dit « Ah non, il n'est pas le bon angle, il n'est pas dans le bon sens », puis ainsi de suite. Bref, ça a taponné, puis à un moment donné, il a dit « Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vu. » Alors, c'est l'épreuve finale. Ce que tu vois présentement, j'imagine qu'il est à l'écran, ce n'est pas la photo, c'est une reconstitution très fidèle à partir de l'image de Pierre. Tu peux confirmer avec lui ce qu'il en pense. OK, mais admets que j'ai quand même des doutes, là, moi. Là. C'est un dessin, c'est pas une photo. T'es né avec des doutes. C'est un gars qui me dit qu'il en a fait des milliers de copies alors que c'est top secret. Il de la misère avec ça. Attends une minute, là. D'abord, premièrement, je pense qu'il marque un point ici, là. T'es à NORAD, là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de militaires, parce que c'est canado-américain, cette affaire-là. Là. C'est autant les États-Unis. C'est un réseau de surveillance. Et si tu regardes bien dans la dénomination de la base et de la définition de tâche de NORAD, surveiller tout vaisseau aérien et ainsi de suite. Alors, je dis, ça rentre en plein dans leur cahier de charge d'avoir sous les yeux l'appareil en question. Et j'imagine que ceux qui ont eu... Ça, je comprends, mais c'est le secret avec des milliers de copies de la musique. On va faire une pause. Au retour, tu fais un lien, toi, avec un cas dont tu as déjà parlé dans tes livres, dont tu m'as déjà parlé. Oui. On va essayer de comprendre après la pause en 3 minutes. Avec moi, Jean Cazot, qui est accompagné de son ami Pierre, un ex-militaire qui était photographe dans des installations de NORAD et qui dit avoir fait des copies d'une photo qui avait été prise éventuellement par un photographe militaire d'une soucoupe volante. Alors, avec moi, Jean Cazot. Jean, tu fais un lien avec ce qu'on a appelé l'incident du lac Falcon. Oui, moi, je fais ça, là? Ouais, je fais un lien avec ça, avec Saint-Jean-d'Iberville, avec plusieurs autres dossiers. Je t'explique rapidement, là. D'abord, premièrement, ce que Pierre vient de raconter, ça s'est passé en 1969. Ça, faut pas le perdre de vue, ça. Alors, dans ces années-là, moi, les cas que je ramassais, les cas que j'étudiais, j'étais en plein dans ça, là, moi, je commençais ma carrière, là. Ce qui est intéressant, puis ce qui m'a frappé, c'est la description que les gens faisaient de leur ovni ou de leur objet, et qui est tout à fait similaire à ça.
incluant les 3 pods qu'il y a en dessous. Alors, les espèces de renflements que tu as sous la coque, ça, c'était fréquent. Ça, c'est quelque chose que... Il faut quasiment être là-dedans là, pour savoir ça. T'sais. Alors moi, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'il y ait eu ces 3 pods-là sur lesquels les objets se posaient. Un l'a fait à Falcon Lake au Manitoba, en 1967, où un prospecteur minier l'a vu, l'a touché, est sorti de là irradié, brûlé au 3e degré. Ça a été toute une histoire. C'est d'ailleurs la seule histoire d'OVNI qui s'est retrouvé à la Chambre des communes versus Léo Cadieux, qui, plus tard, est devenu gouverneur général. Il a même essayé, en tant que gouverneur général, d'en savoir plus. Ça a été impossible. C'est pour te dire jusqu'à quel point Pierre avait raison quand il parlait du secret. On dit qu'il aurait été brûlé. Là, on voit les cicatrices sur son corps, là, et qu'il y aurait eu des traces de feu. Mais moi, je regardais un petit peu là, sur Internet. Les enquêteurs ont des doutes parce qu'il paraît qu'il a changé souvent. Et le plus éminent spécialiste de la Lune parmi eux, et le professeur Wilkins. Wilkins a dit que l'on a remarqué la transformation de plusieurs cratères. Et cela a été notamment confirmé par Maurice Chatelain, qui a travaillé 20 ans à la NASA, dont 10 années sur le programme informatique des Apollo. Il dit, en substance, que l'on a vu des lumières énormes sur la Lune, que l'on a vu des constructions, que l'on a vu des obélisques de 25 mètres de haut. Deuxièmement, sur d'autres cratères beaucoup plus actifs que ceux du site d'Apollo 11, on a souvent prétexté des pannes de caméra, des oublis de pellicules photographiques. Et tout cela vous explique ce que l'on cache au public. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. I'm at the foot of the ladder and step off the limb now. Mais Maurice Chatelain sait que la NASA a caché beaucoup de choses, mais il ne pouvait pas le dire auparavant, car il était encore en activité. Donc ça bouge là-haut. Et donc il y a une activité de génie civil. Je suis convaincu qu'il y a des extraterrestres là-haut. Mais enfin, pourquoi ignorons-nous tout cela? Ma réponse est que ce sont les gouvernements qui ont peur. Car la réponse des gouvernements est l'inverse. Nous cachons la vérité, disent-ils en coulisses, au peuple pour ne pas affoler les peuples. Et en fait, ce dont je suis persuadé, c'est que ce sont les gouvernements qui sont en pleine panique. Et voilà pourquoi ils le cachent. Mais, cher ami, la situation actuelle, politique et autres, dans le monde actuel, n'est-elle pas assez dramatique? Si les gouvernants ajoutent la vérité sur ce qui se passe sur la Lune, dans les océans, aux Bermudes, mais les êtres ne pourraient plus jamais regarder la Lune sans avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, comme disaient les Gaulois. Nous sommes au seuil de 20 années de bouleversements de toutes sortes, géologiques, humains, psychologiques, sociaux, moraux, etc. Même si la prédiction de Nostradamus, 1999, 7e mois, du ciel viendra un grand roi des frayeurs, se réalise, ce ne sera que pour le bien de l'humanité. Ce sera peut-être la mise en tutelle de l'humanité, mais quand on met en tutelle un enfant inconscient, ce n'est pas un développé des photos d'un ovni lors d'une opération secrète pour le compte du NORAD en 1969. Ah, vous savez
que le dossier OVNI m'intéresse, même si je suis assez dubitatif là-dessus. N'empêche que je trouve que ça vaut la peine d'en parler, surtout avec ce que la NASA a ouvert comme possibilité là, au cours des dernières années. Alors, la question que je me pose à chaque fois, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un? Il y a un astronaute qui a parlé un petit peu. Il y a quelques militaires qui l'ont fait, mais pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Alors, au Canada, voilà qu'un ancien militaire est prêt à nous raconter pour la première fois comment il a dû développer des photos d'un OVNI lors d'une opération pour le NORAD. Donc, les autorités militaires était au courant de certaines présences OVNI, d'après lui, puisqu'on lui a demandé une mission à cet égard-là. Alors, il est dans nos studios de Québec. Il s'agit de Pierre, qui est accompagné de Jean Cazot, vous connaissez tous, qui est ufologue. Et Jean, bonsoir, d'abord. Allô, bonsoir. Et Pierre, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean, tu nous le présentes, c'est un de tes amis. En fait, dans les années 60, quand je dirigeais mon organisation ufologique, la SRPM, Pierre est venu se joindre à moi. On a fait des choses ensemble. Il était photographe à ce moment-là. On s'est perdu de vue un peu. Là, il est devenu photographe militaire. Ça, je l'ignorais. Il m'avait raconté une histoire que j'avais complètement oubliée parce que dans le feu de l'action, avec tout ce qu'on me racontait, finalement, j'ai mis ça de côté. Et tout récemment, on s'est retrouvés via Facebook, ces affaires-là. Et puis là, il me dit, tu te rappelles la photo que je t'ai dit que j'ai développée à NORAD? Puis ça, là, j'ai fait non. Je m'en rappelle pas en tout. Je trouve ça curieux. Normalement, tu es un gars qui est assez alerte, là. C'est fondamental, un militaire qui voit quelque chose. Là. Des fois, tu as des coucous qui voient plein d'affaires, puis tu les écartes. Tu es un militaire, puis tu dis, je m'en occupe pas. Oui, non, mais c'est... Hey, j'étais jeune, j'avais 20 ans, moi, pas à m'écœurer. Fait que là, je me suis retrouvé tout récemment où là, Pierre m'est revenu, puis il dit, voyons, Jean, tu te rappelles pas? Ben, j'ai dit, là, ramène-moi ça, là. Et je vais dire, c'est une histoire assez, c'est assez époustouflant. Là. C'est assez, moi, je suis un peu soufflé. Et j'ai fait affaire avec un de mes partenaires aussi pour reconstituer la photo, parce que comme il va te le dire lui-même, c'est secret, cette affaire-là. Là. Mais alors, tu auras l'occasion de montrer ça aux gens. Alors, je te le présente sous son prénom. Il s'agit de Pierre, ex-militaire des Forces armées canadiennes. Et tu lui as conseillé de pas donner son nom de famille parce que tu dis que tu vas te faire écœurer. C'est ce que c'est ça, ouais. Okay. Ouais. Bon, alors, Pierre, d'abord, vous étiez dans l'armée ou vous étiez photographe? J'étais photographe dans l'aviation. OK. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Racontez-moi, là. Vous étiez photographe et qui vous a demandé de prendre une photo? Pourquoi? Premièrement, la photo, c'est pas moi qui l'ai pris. OK. À 7 h du matin, j'ai reçu un téléphone à ma chambre, parce qu'on vivait comme célibataire en chambre, à 2 personnes. Et puis, on m'a demandé de rentrer aussitôt que mon déjeuner était fait, qu'on avait un gros travail à faire dans la journée. Donc, tout le monde se dépêchait à déjeuner pour rentrer au travail. Et c'est une fois rendu à la section de photographie de la base de North Bay qu'on nous a demandé, avec la police militaire qui était sur place, on se posait des questions, qu'est-ce qu'elle faisait là, puis on craignait un peu, parce qu'on est toujours sur une tension dans ce temps-là, quand la police est autour de nous autres, ce qui est normal un peu. Et puis, c'est à partir de là qu'on s'est aperçu que on avait quelque chose de réellement sérieux à faire. OK. Alors, ils vous ont donné la photo, et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo-là? Il y avait la photographie d'une soucoupe volante qui avait été prise, je dirais, par un photographe militaire, donc qui était sur un négatif 4x5 noir et blanc de film plus X que plusieurs personnes qui sont en photographie connaissent le matériel. Et puis, cette photographie-là était à hauteur d'arbre mature. Et vous ont dit que c'était top secret. En partant, vous étiez très encadré. Il paraît qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous. Là. Tous les gens qui étaient dans la section étaient des gens classés secrets. Donc, 8 photographes, plus la police militaire, plus le capitaine de l'aviation qui était sur place, qui commandait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandait de faire? On nous a demandé d'aller en laboratoire. Pour moi, on m'a dit, vu que j'étais le plus jeune dernier rentré, comme on dit, d'aller dans le laboratoire et de faire un test épreuve avec le négatif en question. Et j'étais accompagné de la police militaire qui surveillait tous mes mouvements, tous mes gestes, tout le papier que je pouvais utiliser et nous suivait à l'œil partout, même qui fouillait nos poches. Ah oui? Et c'était quoi le rapport avec NORAD? Parce que NORAD, c'est nord-américain, donc les Américains ont à voir là-dedans. Là. Bien, premièrement, la base de North Bay, il y avait
la défense nord-américaine qui était sur place, le souterrain qu'on appelle le Sage, qui était à plusieurs centaines de pieds sous terre dans le granit cambrien. Était une base de défense de la NORAD avec tous les écrans radars sur place. Et puis, on avait même des militaires américains qui travaillaient dans la section photographie avec nous autres. À tous les jours, on les côtoyait. OK. Alors, ils vous ont demandé de faire plusieurs copies de ça. On a fait des milliers de copies. Et moi, c'est là que je suis un peu tombé de ma chaise et Jean va le comprendre parce que des fois, j'ai des doutes assez sérieux là-dedans. Faire des milliers de copies pour quelque chose qui est top secret, pour moi, c'est un peu antinomique, c'est un peu contradictoire. Tu ne fais pas des milliers de copies d'une photo si tu veux la garder secrète. Pour les militaires, c'est pas une question de quantité, c'est une question d'être distribué à tous leurs spécialistes dans tous les départements de la NORAD à travers la planète. Mais là, s'il y a des milliers de personnes qui ont cette photo-là, moi, je connais assez la nature humaine parce que quand quelqu'un a un scoop, il nous appelle, puis nous autres, il nous donne des informations. Comment se fait que vous êtes le seul à avoir communiqué avec les médias? C'est des milliers de personnes qui ont vu cette photo-là. Là. C'est bien simple, c'est qu'on était classé secret. Et quand tu es classé secret, tu ne peux pas dire un mot à moins de vouloir passer le restant de tes jours en prison. Ah ouais? Mais vous êtes tenu au secret pour combien de temps? 20 ans. Donc, ça fait plus que 20 ans, c'est pour ça que vous vous sentez libre de parler, puis il ne pourrait pas prendre de procédure contre vous? Je te dirais que la liberté, je l'ai compris du moment où je me suis dit, si mon patron hiérarchique, qui était l'ancien ministre de la Défense, Paul Hilliard, qui en parle ouvertement sur YouTube et sur différents médias. Ben oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, est-ce que cet homme-là est en dépression? Je sais pas quoi, parce qu'il dit des choses, quand même. Il dit des choses qui sont réellement vraies. Ah oui? C'est surprenant. En tout cas, je l'ai vu sur Internet, effectivement. C'était un homme en titre, effectivement. Alors, mais c'était quoi la photo? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous me dites une soucoupe volante. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voyait? C'est un très bel appareil qui était photographié avec une qualité incroyable. Mais vous n'avez pas gardé de copie parce que c'était top secret, mais vous avez pu faire un espèce de croquis, là, tu sais? Le croquis a été fait à partir de notre mémoire, comme on dit, parce que c'est un souvenir que tu n'oublies pas. Alors, je vais demander, Jean, de me décrire ça, parce que c'est sa tasse de thé. C'est quoi, ça, Jean, ce qu'on voit là? Oui, alors, ce que tu as devant toi, c'est une reconstitution qui a été faite par mon partenaire, Jean Lavergne, de Digifilm. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'à partir des informations fournies par Pierre, il a fait une première esquisse. Après ça, on a montré ça à Pierre. Il a dit « Ah non, il n'est pas le bon angle, il n'est pas dans le bon sens », puis ainsi de suite. Bref, ça a taponné, puis à un moment donné, il a dit « Oui, c'est ça. C'est exactement ça que j'ai vu. » Alors, c'est l'épreuve finale. Ce que tu vois présentement, j'imagine qu'il est à l'écran, ce n'est pas la photo, c'est une reconstitution très fidèle à partir de l'image de Pierre. Tu peux confirmer avec lui ce qu'il en pense. OK, mais admets que j'ai quand même des doutes, là, moi. Là. C'est un dessin, c'est pas une photo. T'es né avec des doutes. Un gars qui me dit qu'il en a fait des milliers de copies alors que c'est top secret. Il de la misère avec ça. Attends une minute, là. D'abord, premièrement, je pense qu'il marque un point ici, là. T'es à NORAD, là. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de militaires, parce que c'est canado-américain, cette affaire-là. Là. C'est autant les États-Unis. C'est un réseau de surveillance. Et si tu regardes bien dans la dénomination de la base et de la définition de tâches de NORAD, surveiller tout vaisseau aérien et ainsi de suite. Alors, je dis, ça rentre en plein dans leur cahier de charge d'avoir sous les yeux l'appareil en question. Et j'imagine que ceux qui ont eu... Ça, je comprends, mais c'est le secret avec des milliers de copies de la musique. On va faire une pause. Au retour, tu fais un lien, toi, avec un cas dont tu as déjà parlé dans tes livres, dont tu m'as déjà parlé. Oui. On va essayer de comprendre après la pause en 3 minutes. Avec moi, Jean Cazot, qui est accompagné de son ami Pierre, un ex-militaire qui était photographe dans des installations de NORAD et qui dit avoir fait des copies d'une photo qui avait été prise éventuellement par un photographe militaire d'une soucoupe volante. Alors, avec moi, Jean Cazot. Jean, tu fais un lien avec ce qu'on a appelé l'incident du lac Falcon. Oui, moi, c'est quoi, ça, là?
Ouais, je fais un lien avec ça, avec Saint-Jean-d'Iberville, avec plusieurs autres dossiers. Je t'explique rapidement, là. D'abord, premièrement, ce que Pierre vient de raconter, ça s'est passé en 1969. Ça, faut pas le perdre de vue, ça. Alors, dans ces années-là, moi, les cas que je ramassais, les cas que j'étudiais, parce que j'étais en plein dans ça, là, moi, je commençais ma carrière, là, ce qui est intéressant, puis ce qui m'a frappé, c'est la description que les gens faisaient de leur ovni ou de leur objet, et qui est tout à fait similaire à ça, incluant les 3 pods qui sont en dessous. Alors, les espèces de renflements que tu as sous la coque, ça, c'était fréquent. Ça, c'est quelque chose que... Il faut quasiment être là-dedans là, pour savoir ça. T'sais. Alors moi, j'ai trouvé ça bien intéressant qu'il y ait eu ces 3 pods-là sur lesquels les objets se posaient. Un l'a fait à Falcon Lake, au Manitoba, en 1967, où un prospecteur minier l'a vu, l'a touché, est sorti de là irradié, brûlé au 3e degré. Ça a été toute une histoire. C'est d'ailleurs la seule histoire d'OVNI qui s'est retrouvé à la Chambre des communes versus Léo Cadieux, qui, plus tard, est devenu gouverneur général. Il a même essayé, en tant que gouverneur général, d'en savoir plus. Ça a été impossible. C'est pour te dire jusqu'à quel point Pierre avait raison quand il parlait du secret. On dit qu'il aurait été brûlé. Là, on voit les cicatrices sur son corps, là, et qu'il y aurait eu des traces de feu. Mais moi, je regardais un petit peu là, sur Internet. Les enquêteurs ont des doutes parce qu'il paraît qu'il a changé souvent de version. Et puis que c'était un gars qui était pas nécessairement fiable. Alors, leur hypothèse, c'est que il se serait infligé lui-même ces brûlures-là, puis parce que le site était un peu radioactif, il aurait répandu du radium autour pour que ça allait radioactif. Tu vois, c'est la raison pour laquelle je veux pas que Pierre donne son nom, parce qu'il va se faire écœurer par des niaiseries pareilles, par des gens qui sont sceptiques, qui comprennent rien, puis qui veulent pas comprendre. Alors ça, je veux dire, l'affaire Michalak, je regrette, c'est autrement plus sérieux que ce que ces sources-là sont en train de t'indiquer. Il y a Saint-Jean-d'Iberville qui s'est passé en 1971. Ça, c'est en 1971. C'est un dossier sur lequel j'ai travaillé, près de l'école de Kingston, pour les militaires, encore une fois. Et là, c'est un autre vaisseau qui s'est posé, ovale, la même chose, la même forme, avec la fenêtre là, qu'on peut voir sur la photo aussi, tous les mêmes détails. Et ça, c'est en 71. Alors, c'est un peu comme si tout ce qui s'est passé dans ces années-là, c'était très actif. Faut pas oublier qu'au Canada, il y avait à ce moment-là Space, ça vient de me revenir, je vais oublier le nom. En tout cas, ouais, à l'Université de Toronto, il y avait une organisation qui étudiait le phénomène OVNI. Il y avait Roy Tennyson, à qui j'ai parlé il n'y a pas tellement longtemps,